Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et place ce matin à l'audition de Bruno Le Maire et Gérald Darmanin autour du budget de 2019. Lors de la présentation du budget hier devant les sénateurs de la Commission des Finances, les ministres de l'économie et des comptes publics ont notamment insisté sur les baisses d'impôts pour les ménages contenues dans ce projet de loi de finances. En net, ces baisses d'impôts vont atteindre 6 milliards d'euros selon les calculs de Bercy, grâce notamment à des mesures déjà votées comme la baisse des cotisations salariales, la diminution encore de la taxe d'habitation. En revanche, pour l'OFCE, cette somme ne représente que 3,5 milliards d'euros. L'OFCE qui inclut dans son calcul l'évolution en baisse des prestations sociales, notamment la désindexation des pensions de retraite, des prestations familiales ou encore des allocations logement. À droite comme à gauche, les critiques sont fortes sur ce texte. Les uns reprochent au gouvernement sa politique de rabot. Les autres jugent qu'il y a là une pure opération de communication et un tour de passe-passe. Retour donc à cette audition hier au Sénat. Le projet de loi de finances que j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui a un cap, celui de la prospérité française. Prospérité française qui ne doit plus reposer sur plus de dépenses publiques, plus de dettes et au bout du compte plus d'impôts, mais sur la création de richesses par les entreprises et sur la valorisation du travail. C'est le choix structurel qui a été fait pour ce quinquennat. Valoriser le travail et permettre à nos entreprises d'être plus profitables pour investir, innover et créer des emplois. Ce projet de loi de finances, il obéit aussi à une règle à laquelle je crois profondément, c'est la constance. Nous gardons le cap que je viens de vous indiquer et n'allons pas faire la révolution fiscale tous les 4 matins. Nous avons engagé en 2017 des transformations profondes sur la fiscalité du capital avec le prélèvement forfaitaire unique, la suppression de l'ISF, la baisse de l'impôt sur les sociétés. Nous tenons ce cap et je suis convaincu que c'est cette constance qui, au bout du compte, paiera. Je veux redire aussi à quel point ce PLF est cohérent par rapport à notre volonté de relancer l'activité économique en réduisant la dépense publique et la dette comme je l'indiquais, mais surtout en soutenant l'investissement et l'innovation dans un temps de rupture technologique et d'instabilité internationale où la France doit combler son retard. Je voudrais d'abord, pour remettre ce PLF en perspective, rappeler d'où nous venons et rappeler la dégradation constante des finances publiques au cours des 10 dernières années. Certains nous disent que ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin. Il faudrait simplement rappeler ce que nous avons trouvé comme situation des finances publiques depuis 10 ans. De 2007 à 2017, la dette publique est passée de 64% à 98% du produit intérieur brut. Voilà la réalité. De 2007 à 2017, la dépense publique est passée de 52 à 55% de la richesse nationale. Voilà la réalité. Et de 2007 à 2017, les prélèvements obligatoires sont passés de 42% à plus de 45% du produit intérieur brut. C'est aussi la réalité. Nous inversons cette tendance. Et tous les débats peuvent avoir lieu sur la rapidité, la force de cette inversion de tendance. Mais l'inversion de la tendance elle-même, c'est un fait. Et le cap qui a été fixé, il sera tenu, 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses publiques en moins et 1 point de prélèvement obligatoire en moins. Voilà le cap auquel nous nous sommes astreints avec Gérald Darmanin. Ce cap et cette constance, j'y crois profondément, puisqu'il donne des premiers résultats. Le résultat le plus spectaculaire, c'est que la France est sortie de la procédure pour déficit public excessif. Cela faisait 10 ans que la France était la lanterne rouge des finances publiques européennes. Nous sommes sortis de la procédure pour déficit public excessif. Le deuxième résultat, c'est la solidité de notre croissance. Elle est de 1,7 en 2018 et 2019. Nous pouvons faire mieux, nous voulons faire mieux, mais je rappelle simplement que la moyenne de la croissance française au cours des 10 dernières années était de 0,8. 0,9 pour être tout à fait précis, si on intègre les résultats très positifs de 2017. Donc nous avons désormais une croissance solide et soutenue en France. Les indicateurs économiques d'ailleurs sont positifs puisque la confiance des investisseurs est là.
que les chiffres de l'attractivité française sont les meilleurs depuis 10 ans et que les investissements sont dynamiques, notamment dans l'industrie qui, pour la première fois depuis plusieurs années, s'est remise à créer des emplois. Alors, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui. Est-ce que nous voulons faire mieux? Oui. Parce que beaucoup de ces résultats restent, à mes yeux, insatisfaisants par rapport à nos voisins européens, que ce soit sur la dépense publique, sur la dette, sur le niveau de croissance et surtout sur le niveau de chômage global. Nous devons faire mieux pour nos compatriotes. La France n'est pas condamnée au chômage de masse. Elle n'est pas condamnée à une dette qui, aujourd'hui, dépasse de loin les 90%. Elle n'est pas condamnée à un déficit commercial extérieur. Nous voulons redresser les finances publiques et en même temps relancer la croissance économique de notre pays. C'est d'autant plus indispensable que nous évoluons dans un contexte international dont je dois dire qu'il est préoccupant. Les risques de guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi élevés. Beaucoup de pays émergents comme la Turquie ou comme l'Argentine sont dans des situations très difficiles. Et inutile d'insister sur les nombreuses incertitudes qui pèsent sur l'Europe, avec d'un côté le Brexit et de l'autre les fragilités de la zone euro liées aux décisions potentielles d'un certain nombre de nos partenaires importants de la zone euro. C'est une raison supplémentaire pour consolider nos finances publiques et relancer la croissance économique française. Pour cela, nous faisons des choix en matière de finances publiques qui sont de vrais choix politiques. Le premier choix, c'est celui du travail. Le travail doit payer en France. Et nous, notre objectif est d'avoir plus de Français qui travaillent et des Français qui travaillent mieux rémunérés. C'est le sens de toutes les décisions que nous avons prises. La suppression des cotisations pour l'assurance chômage et pour l'assurance maladie, effective au 1er octobre, ce qui fait que des millions de salariés français, d'ici quelques jours, verront au bas de leur feuille de paye que leur salaire net a augmenté. C'est la suppression des cotisations salariales sur les heures supplémentaires et c'est enfin la suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation. Je rappelle qu'il est de 20% aujourd'hui et qu'après la loi Pacte, il sera supprimé pour toutes les entreprises de moins de 250 salariés. Le deuxième choix politique, c'est l'investissement. Ça explique le choix que nous avons fait de l'allègement de la fiscalité sur le capital. Ça peut être critiqué, discuté, mais c'est parfaitement cohérent. Si vous voulez de l'investissement, il faut des entreprises profitables. Si vous voulez des entreprises profitables, il faut que la fiscalité sur le capital soit moins élevée. Mais ceux qui nous disent qu'il faut que les entreprises embauchent plus, qu'elles soient plus profitables, qu'elles investissent, nous avons pris du retard technologique et qui n'assument pas la baisse de la fiscalité sur le capital sont tout simplement incohérents. Nos entreprises ont besoin de capital, de fonds propres pour investir et innover. Les choix que nous avons faits avec la sanctuarisation du crédit impôt recherche, la baisse de l'impôt sur les sociétés ou la mise en place de la mesure de sumar-amortissement pour la digitalisation et la robotisation des PME vont toutes dans le même sens. Innover plus pour investir davantage et créer plus d'emplois. Le troisième choix politique, c'est celui d'une croissance durable. Je ne crois absolument pas à une croissance qui continuerait à abîmer notre planète et notre environnement. Et je pense que les attentes de nos concitoyens dans ce domaine sont puissantes et que nous devons, nous, bâtir une compétitivité française compatible avec le changement climatique et les défis qui vont avec. Ça demande des décisions courageuses, comme la convergence de la fiscalité entre le diesel et l'essence, ou comme la suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier, mais nous assumons ces décisions parce qu'elles accélèrent la transition énergétique du pays. Et quand on voit le succès de la prime à la casse et la manière dont des milliers de Français aujourd'hui changent de véhicule grâce à cette prime, c'est bien la preuve que la fiscalité peut être un des éléments clés de la transition énergétique réussie. La restauration des finances publiques, ça demande aussi des efforts de la part de chacun. L'année dernière, je vous avais dit dans cette même pièce que nous allions reporter l'allègement des cotisations salariales, assurance maladie, assurance chômage de quelques mois pour tenir compte des contraintes de finances publiques. Eh bien, nous demandons exactement le même effort aujourd'hui aux entreprises. Nous allons reporter l'allègement de 4 points supplémentaires au niveau du SMIC du 1er janvier au 1er octobre. Et je pense que ça n'est que justice de demander le même effort aux entreprises. Nous ne leur retirerons rien, puisque cet allègement n'existe pas aujourd'hui. Nous décalons dans le temps la mesure. Nous leur demandons également
d'anticiper le versement du 5e acompte pour les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions, en augmentant le taux, mais en gardant le même périmètre pour ne pas pénaliser les entreprises les plus petites. Il me semble que demander un effort aux entreprises n'est pas illégitime l'année où la bascule du crédit d'impôt compétitivité en allègement de charges donne plus de 20 milliards d'euros supplémentaires de trésorerie à nos entreprises. Quel est le résultat de ces efforts? Moi, je veux dire aux sénateurs présents, mais dire également à travers vous à tous les Français, que ces efforts payent, qu'ils donnent des résultats tangibles. Le premier résultat, c'est que nos déficits publics se réduisent et que le déficit public en 2019, si on retire la bascule du CICE en allègement de charges, qui est un événement exceptionnel, sera de 1,9%. C'est le taux de déficit public le plus bas depuis 2001. Vous m'interrogez, Monsieur le Président, sur notre déficit structurel. Il sera de 0,3 en 2019. C'est le chiffre que j'ai toujours donné à la Commission européenne et il est parfaitement cohérent avec ce que j'ai indiqué à plusieurs reprises. Alors, il ne m'a pas échappé que le Haut Conseil des finances publiques estime que ce 0,3 doit être requalifié en 0,2 si la mesure de versement du 5e acompte d'impôt sur les sociétés n'est pas une mesure pérenne. Je vais donc proposer aux entreprises que nous transformions cette 5e acompte d'impôt sur les sociétés en mesure pérenne. Je propose qu'on y travaille avec les entreprises, en tenant compte aussi des pénalités ou des difficultés qui peuvent être liées au versement de ce 5e acompte d'IS. Il me paraîtrait là aussi équitable que la pérennisation de ce dispositif se traduise aussi par un système de pénalité moins contraignant que ce qui existe aujourd'hui pour les entreprises. Le deuxième résultat, c'est la dette publique qui sera de 98,6% fin 2019. Je veux dire très clairement et très simplement aux sénateurs qui sont présents que ce chiffre n'est pas satisfaisant et que personne ne peut se satisfaire d'avoir une dette publique à plus de 98%. Mais je veux préciser aussi immédiatement que cela résulte d'abord de l'effort de sincérité de notre part, notamment avec la prise en compte de la dette SNCF Réseau. Et je veux dire également que tous les efforts seront faits, que la trajectoire sera tenue, il y aura 5 points de dette publique en moins d'ici la fin du quinquennat, que les cessions d'actifs participeront au désendettement de l'État, les cessions d'actifs prévues dans Pacte, et que ce 5 points de dette publique en moins est pour moi un minimum. Et que s'il y a la moindre marge de manœuvre pour baisser encore plus la dette publique, nous utiliserons ces marges de manœuvre. Enfin, s'agissant des prélèvements obligatoires, ils passeront de 45% à un peu plus de 44,2% en 2019 et le point de prélèvement obligatoire en moins sur la durée du quinquennat sera tenu. Ces promesses, elles sont tenues au niveau national, c'était les promesses de campagne du Président de la République, elles sont aussi tenues au niveau européen, non seulement parce que nous respectons nos engagements européens, mais aussi parce que nous engageons la convergence fiscale européenne qui a été validée par l'accord de Meseberg conclu entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Nous modifions le régime d'intégration fiscale de l'impôt sur les sociétés, nous transposons la directive ATAD et nous nous mettons en conformité avec les règles OCDE sur la fiscalité des brevets. Voilà les grandes orientations du projet de loi de finances pour 2019 que je voulais vous présenter. Je voudrais juste conclure en rappelant une conviction. Il n'y a pas de croissance durable sans finances publiques bien tenues. Et tous ceux qui se sont essayés à avoir plus de croissance en accroissant le déficit, la dette et au bout du compte les impôts, ont conduit la France sur la voie de l'affaiblissement ou de la relégation. Si nous voulons que la France continue à jouer les premiers rôles en Europe et dans le monde, elle doit avoir des finances publiques bien tenues, parce que ce sont ces finances publiques bien tenues qui nous garantiront toutes les marges de manœuvre, soit pour faire face à des difficultés économiques imprévues, soit pour investir demain dans les nouvelles technologies, dans l'innovation, dans les infrastructures, dans tout ce qui fera le succès de la France de nos enfants. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. On va se tourner vers le rapporteur général, Albéric de Montgolfier, qui brûle d'impatience
d'intervenir et de vous questionner. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. Ça va utilement compléter ce que nous dira tout à l'heure Gérald Darmanin. Donc tout d'abord, on va commencer par une note positive en cette première réunion de la Commission depuis septembre. Moi, je voudrais saluer l'effort de sincérité réel, le ministre l'a dit, qui a été entrepris. Nous avons sans doute moins de sous-budgétisation. Nous avons aussi peut-être une petite révolution que nous allons vivre dans quelques semaines avec un PLFR qui serait intégré au projet de loi de finances et qui, d'après la lettre du Premier ministre, ne comporterait pas de mesures fiscales nouvelles. On verra si on tient ça, mais en tous les cas, il y a un engagement du gouvernement. J'espère qu'il n'y aura pas d'amendement d'ailleurs des sous-marins, des parlementaires pour contourner cet engagement. Donc, de ce point de vue, je l'avais dit l'année dernière, j'avais dit l'année dernière, il y a un réel effort de sincérité des comptes. Bon, nous sommes simplement à quelques semaines des débats d'orientation des finances publiques dans lesquels des chiffres avaient été rappelés, des engagements avaient été pris par le gouvernement. On nous avait dit dans le cadre du DOF que le déficit public s'établirait à 2,3% du PIB en 2018 et en 2019. Et le projet de loi de finances repose, vous l'avez dit, sur un déficit en augmentation. En augmentation, 2,6% du PIB. Alors je sais, et le ministre l'a dit à l'instant, Bruno Le Maire l'a dit à l'instant, qu'il faut évidemment neutraliser les effets du CICE. Et même si on les neutralise, ce que vous avez fait à l'instant, 1,9% de déficit, il faut malheureusement que nous nous comparions avec le reste de la zone euro. Parce qu'on a l'impression que la France, un peu dans la présentation qui a été faite, serait un pays un peu hors sol. Quelle est la réalité dans la zone euro? Aujourd'hui, la zone euro, ce sont des excédents budgétaires, plus 0,2% en 2019, d'après les chiffres de l'OCDE. Donc la France reste, en matière de déficit, malheureusement, le mauvais élève de l'Europe, comme il l'est en matière de dette, où la France est le seul pays qui continue à voir sa dette s'accroître, et aucun d'entre nous s'en réjouit. Et vous avez à l'instant très justement reconnu que c'est évidemment pas satisfaisant. Donc, très concrètement, la première question que j'ai envie de vous poser, n'aurait-il pas fallu aller vers plus d'efforts structurels, plus que des mesures simplement d'économie en matière de postes un petit peu limités, 4 000 et quelques postes par rapport à un engagement de 50 000 postes sur la durée du quinquennat, donc on est évidemment très loin de l'objectif. Des mesures sans doute de rabot un peu classiques, des mesures de gel de prestations. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu tenir compte des conclusions par exemple de Cap Public 2022 ? On peut partager ou pas les conclusions de Cap Public 2022, mais ces conclusions présentaient l'avantage d'offrir un certain nombre de solutions, parfois audacieuses, on pouvait les partager ou pas, on peut en débattre, et aujourd'hui, n'aurait-il pas fallu, pour à la fois respecter nos engagements européens, mais également être plus en phase avec nos partenaires, engager des actions de réforme de fonds. Par exemple, il n'y a aucune mesure d'augmentation du temps de travail dans la fonction publique, aucune mesure d'augmentation de l'âge légal de départ en retraite, il n'y a aucune mesure sur les périmètres des missions de l'État, notamment par rapport au doublon avec les collectivités. Est-ce que vous pensez que l'effort est suffisant pour, encore une fois, se situer dans le reste de la zone euro qui est plutôt des excédents que des déficits budgétaires? C'est la première question. Deuxièmement, sur la prévision de croissance. Alors, autant nous avions... Je crois que le Sénat avait été amené à rejeter le dernier PLF du précédent quinquennat pour insincérité. Moi, je considère que les prévisions de croissance sont réalistes, sont atteignables. Néanmoins, il y a un certain nombre de facteurs d'incertitude. Vous les soulignez tous les jours. Prendre la République aux États-Unis, donc la politique commerciale avec les États-Unis, le Brexit, dont malheureusement l'effet n'est pas encore mesuré aujourd'hui, la situation générale en Europe, les risques pétroliers ou macroéconomiques, etc., etc. Les facteurs d'incertitude, krach boursier, etc. ne manquent pas. Est-ce que la prévision de croissance inclut une part de ces risques ou on reste sur un scénario qui est exonéré de la prise en compte de ces différentes incertitudes dans un contexte international qui est porteur pourtant de risques importants? Voilà à ce stade les premières mesures. Et puis il y a un certain nombre de fusils, de bouclages qui reposent sur des fusils à un coup. Je pense bien sûr à la désindexation des dépenses sociales. Je pense à un certain nombre de mesures sur le logement dont nous parlera sans doute Philippe Dallier. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps d'aller vers une vraie transformation, une vraie interrogation des missions de l'État? Ça rejoint un peu ma première question. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le rapporteur général. Monsieur le Ministre, peut-être sur ce premier questionnement, et avant de nous tourner vers l'ensemble de nos collègues. Oui, merci, Monsieur le Président.
D'abord sur les déficits publics, je rappelle qu'effectivement il y a eu pour 2018, je ne parle pas de 2019, des chiffres qui ont été modifiés, d'une part parce que nous avons dû requalifier la dette SNCF Réseau, et également parce que la croissance plus faible, même si elle reste soutenue, conduit à une moindre élasticité des recettes fiscales à la croissance. Donc c'est ce qui nous a amené à ce chiffre. Pour 2019, je le redis, 1,9% de déficit hors transformation du CICE, c'est le meilleur chiffre depuis 2001. Et ce qui me tient à cœur comme ministre de l'économie et des finances, je vous le dis très sincèrement, c'est la constance dans le redressement des finances publiques. Je ne souhaite pas d'à-coups, je ne souhaite pas d'accélération ou de coups brutaux, je souhaite que nous tenions le cap fixé par le président de la République. Ensuite, je redis que si en matière de dette, nous pouvons faire mieux, nous le ferons. Si en matière de prélèvement obligatoire, nous pouvons faire mieux, notamment sur les impôts de production chez les entreprises, le Premier ministre l'a toujours indiqué, nous le ferons également, en fonction des marges de manœuvre dont nous disposerons. Mais les deux bornes très claires de mon action comme ministre de l'Action et des Finances publiques, c'est les engagements du président de la République d'un côté, 5, 3, 1, 5 points de dette, 3 points de dépenses publiques, 1 point d'impôt, et nos engagements européens de l'autre. Vous faites référence à la zone euro, vous avez raison, je pense qu'il est bon de se comparer avec nos partenaires européens et que la France a vocation à faire aussi bien, si ce n'est mieux, que ses partenaires européens. Je suis convaincu qu'elle en est capable. Mais quand vous regardez, c'est pour ça que je suis remonté sur les 10 dernières années, il y a eu, au lendemain de la crise financière de 2008, une divergence majeure de politique publique que nous payons encore aujourd'hui. Il faut le reconnaître, l'assumer et se dire que désormais, nous allons rétablir cette situation-là, mais la divergence remonte à très longtemps. Sur les efforts structurels, je voudrais insister sur ces efforts structurels qui sont très souvent relégués en arrière-plan, alors qu'ils sont difficiles à mettre en place et qu'ils sont courageux. Le premier effort structurel que nous avons fait, c'est sur la politique du logement. Je ne reviens pas dessus, mais c'est un vrai effort structurel et c'est les mêmes qui nous reprochent de ne pas faire d'efforts structurels qui ensuite vont nous dire qu'il faut remettre de l'argent sur le logement. Le deuxième effort structurel que je voudrais citer, parce qu'il est très difficile, très courageux, j'y crois profondément, c'est celui sur les emplois publics et sur les emplois aidés. Je rappelle que nous avons réduit massivement les emplois aidés avec une politique que nous assumons, qui est de substituer des emplois dans le secteur marchand à des emplois aidés. Parce que nous estimons tout simplement que c'est mieux pour ceux qui en bénéficient et que l'avenir des Français, il est davantage dans les emplois dans le secteur marchand que dans les emplois aidés qui doivent être réservés aux publics qui sont les plus fragiles et les plus éloignés de l'emploi. Et nous tenons à ce qu'ils soient vraiment réservés à ces Français-là. Dans les efforts structurels, je voudrais aussi citer la réforme de l'audiovisuel public, l'indemnisation chômage. Les partenaires sociaux ont jusqu'à la fin de l'année pour nous faire des propositions, mais le président de la République a toujours indiqué que nous reprendrions la main s'il n'y avait pas de proposition suffisamment forte sur la transformation de l'indemnisation du chômage. Je voudrais citer les CCI, et je sais que vous y êtes attachés, mais la transformation des CCI est la première vraie transformation structurelle des chambres de commerce et d'industrie depuis des décennies. Nous ne passons pas le rabot sur les CCI. Nous transformons structurellement les chambres de commerce. Nous allons réorganiser la structure hiérarchique en donnant une capacité de pilotage à CCI France. Nous allons transformer le statut des membres des CCI. Pour tous ceux qui seront embauchés, ils pourront désormais choisir librement un autre statut que le statut de fonction publique qu'ils ont aujourd'hui. Et enfin, les CCI se financeront très largement par des prestations auprès des entreprises et plus par de la taxe affectée. La taxe affectée, à nos yeux, doit être réservée aux centres de formation des apprentis et aux écoles de commerce, en particulier dans les zones les plus difficiles. J'insiste d'ailleurs à ce sujet, dans la transformation des CCI, j'ai reçu les présidents des CCI rurales et j'estime que celles qui doivent faire l'objet de toutes les attentions et qui sont prioritaires aujourd'hui, c'est les CCI rurales. Il est évident qu'on a plus besoin d'une CCI dans la Creuse ou dans le Gers ou dans des territoires qui ont moins d'atouts, qui sont plus reculés, où il est plus difficile d'implanter des entreprises, que dans des grandes métropoles où tout roule quasiment tout seul.
Enfin, dernier élément d'effort structurel que je voudrais citer, c'est les transformations que nous portons avec Gérald au ministère de l'économie et des finances publiques et au ministère de l'action et des comptes publics. C'est pas simple d'aller expliquer aux agents des services déconcentrés de la Direction générale des entreprises, qui sont plus de 500 aujourd'hui, qu'à la fin de l'année 2019, ils seront un peu plus d'une centaine. Nous le faisons. Gérald pourrait vous parler des efforts qui seront demandés à la DGFiP. Je pourrais également vous citer les efforts qui sont demandés au Trésor, 10% de masse salariale en moins sur les agents du Trésor implantés à l'étranger. Donc pour ce qui est de nos ministères placés sous notre responsabilité avec Gérald Darmanin, je pense que nous prenons toute notre part de l'effort nécessaire et nous sommes bien dans des efforts structurels. Je regrette qu'on ne les mette pas davantage en avant. S'agissant de la prévision de croissance, merci Monsieur le rapporteur général d'indiquer qu'elle est réaliste. Le Haut Conseil des finances publiques le reconnaît également. Il y a évidemment des incertitudes, mais je vous dirais que la prévision, par définition, ne peut pas inclure l'imprévisible. Mais je partage votre analyse sur la situation internationale. Il y a des menaces liées à la guerre commerciale, à la situation du Brexit, aux difficultés européennes que vous connaissez tous aussi bien que moi autour de cette table. Je pense que c'est une raison supplémentaire pour renforcer la capacité de l'économie française à investir et à créer des emplois. D'abord, je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, de mon retard retenu à l'Assemblée. Je pense que comme je ne sais pas ce qu'a dit le ministre de l'économie et des finances, et j'imagine que je suis absolument d'accord avec ce qu'il a dit, puisque je crois que c'est plusieurs fois que j'entends l'excellent discours du ministre de l'économie et des finances et qu'il se complète avec moi utilement. Je pense que le plus simple, c'est de répondre à vos questions directement si vous en étiez d'accord. Parfait. J'ai donc pour le moment 6 inscrits, mais je pense qu'il y en aura plus au bout du compte. Nous débutons avec Vincent Capo-Canelas, puis Philippe Dallier. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la croissance et les 1,7. Je m'interrogeais sur le lien avec la politique fiscale et bon, quel a pu être l'impact de la suppression d'un côté des cotisations maladie et chômage reportées alors que la CSG augmentait plus tôt. En clair, est-ce que ça n'a pas joué un petit tour sur la croissance cette année? Et puis du coup, à l'inverse, est-ce que vous espérez un rebond de la consommation avec l'effet positif, cette fois, de la première tranche de la TH et puis de la suppression des cotisations en question? Et puis, deuxième point, vous avez abordé l'effort sur la dépense. Bon, on peut aussi estimer que ça peut avoir conjoncturellement un effet récessif. Alors on peut discuter l'effort, hein, mais je vais être en positif en disant est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet récessif de court terme quand on essaye de s'attaquer à la dépense publique? Certains disent qu'on peut perdre durablement 0,3 de croissance. Voilà, est-ce que c'est intégré à vos modèles? Alors vous me direz que c'est moindre mal et que c'est une étape sans doute nécessaire. Mais voilà, c'était plutôt sur le réglage conjoncturel, à la fois politique fiscale, consommation, croissance, et puis sur l'effet d'une baisse des dépenses et un éventuel côté récessif. Merci Vincent. Philippe Dallier. Merci Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Tout d'abord, je vais commencer effectivement, comme l'a fait le rapporteur général, par me féliciter que le budget soit construit sur des hypothèses qui semblent effectivement raisonnables. Ceci étant dit, et après je vous parlerai du logement bien évidemment, mais ceci étant dit, je vous ai entendu, Monsieur le Ministre, nous dire pendant 10 ans la situation a été absolument épouvantable, la France était à la traîne et voilà, on est revenu sous les 3%, tout va mieux. Oui, il y a une inflexion et elle va dans la bonne direction. Mais il faut quand même rappeler que même si nous sommes revenus sous les 3%, et même si nous restons sous les 3% en 2019, nous sommes toujours à la traîne en Europe. Et vous l'avez rappelé, Monsieur le Ministre, ce qui est le plus inquiétant, c'est la divergence notamment entre la France et l'Allemagne. Et vous faites une comparaison sur 10 ans. J'ai envie de dire, elle est bien pratique. Parce qu'effectivement, en termes de croissance, si on compare la croissance de l'année dernière ou celle de cette année avec la moyenne sur 10 ans, c'est pratique. Si ce n'est qu'il ne faut quand même pas oublier qu'en 2008, on a eu la crise des subprimes, qu'elle a été suivie ensuite par la crise des dettes souveraines, que tout ça a eu un impact très important, et que malgré tout, en 2010, la croissance était de 2%, en 2011, elle était de 2,1%. Ce qui était des taux de croissance qui si effectivement ça se confirme pour 2018 et 2019, auront encore été supérieurs à ce qu'on va
collègue. Donc les moyennes, c'est bien pour faire de la com, si vous me permettez, mais quand même, il faudrait peut-être regarder un peu plus dans le détail. Mais enfin, je ferme là cette parenthèse et je veux parler de la politique du logement. Réforme structurelle ou pas ? On va pouvoir en débattre, Monsieur le Ministre. On en a beaucoup débattu lors de la loi Elan et lors de l'examen du budget l'année dernière. La question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que les mesures que vous avez prises vont permettre de donner de l'élan au secteur, puisque c'était le titre de la loi. Je suis désolé de constater, on avait pourtant attiré votre attention l'année dernière à l'automne, qu'en 2018, les chiffres seront moins bons, et qu'en 2019, ils seront probablement encore moins bons, parce qu'on sait bien qu'en matière de logement, il y a un effet retard. Et que des décisions prises à l'année N, on envoie les résultats à l'année N-2, et ce que l'on anticipe, c'est une baisse de la construction de logements, aussi bien dans le logement social que dans le logement, que dans la promotion. Alors pour un secteur de notre économie qui est un secteur très important, ça pose quand même des questions. Alors réforme structurelle ou pas ? Alors, effectivement, vous aurez pris 1,5 milliard par an, on verra ça l'année prochaine, dans la poche des bailleurs sociaux. Et vous les comptez, mais c'est pas tout, puisque cette année, sur les APL, avec la contemporanéité appliquée au mois d'avril, c'est 900 millions, ça fera 1,2 milliard en année pleine. Bon. Donc vous décidez de cela, c'est facile. Et puis derrière, vous contraignez les bailleurs sociaux à une réorganisation, pour le coup, structurelle. Mais la bonne question, c'est est-ce que cette réorganisation leur redonnera les moyens équivalents pour construire ? Et tout le monde pense que non. Tout le monde pense que non. Certes, en se réorganisant, ils pourront récupérer une partie de ce que vous leur enlevez venant du budget de l'État, mais on ne retrouvera pas, et je retire la sonnette d'alarme, on ne retrouvera pas les mêmes moyens. Et si la vente HLM à hauteur de 40 000 par an ne donne pas les résultats attendus, on va vers des difficultés dramatiques. Alors c'est pas bon pour les Français qui cherchent à se loger, mais c'est pas bon pour le secteur du logement, qui est un secteur très important pour l'économie de ce pays. Donc oui, nous réclamons des efforts structurels et des réformes structurelles, bien évidemment, mais il faut quand même viser à ce que ces réformes, elles ne fassent pas piquer du nez des secteurs importants pour notre économie. Donc voilà, les interrogations sont les mêmes que l'année dernière. Les mêmes questions, et j'ai envie de vous demander, mais est-ce que vous êtes capable, enfin on verra les chiffres en 2018, mais est-ce que vous êtes capable de réapprécier votre position l'année prochaine si jamais il se confirmait que le secteur piquait du nez? Et je crains, monsieur le ministre, que ça ne soit le cas. Merci, mon cher Philippe. Après nos deux collègues de Seine-Saint-Denis, on va procéder à un léger glissement géographique et aller vers le Val-de-Marne avec Sophie Taillé-Polian. Voilà. La séance du lundi fait peut-être qu'il y a une concentration plus importante, un peu une part plus importante de franciliens. Oui. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres. Évidemment, il nous est difficile de partager l'orientation générale de ce budget, puisque il se fonde sur une vision qui, à notre sens, je dirais, n'est pas fondée sur un souhait fort de redistribution des richesses et de réduction des inégalités. Et bien au contraire, il est prêt à accentuer les inégalités pour mettre en place une politique soi-disant favorisant la croissance. Et c'est cela sur lequel je m'interroge principalement, parce que actuellement, on voit que les réformes fiscales que vous avez entreprises au budget dernier, on n'a pas noté un rebond extraordinaire de l'investissement dans notre pays, par ailleurs on peut s'interroger aussi sur la nature de cet investissement, puisque vous-même aujourd'hui vous mettez en place de nouvelles outils fiscaux afin d'aider davantage sur l'investissement productif, notamment des petites et moyennes entreprises, robotisation, etc. Ben oui, peut-être que ce qu'il faudrait, c'est lorsque l'on fait des baisses d'impôts envers les entreprises, les cibler davantage afin qu'elles s'orientent véritablement vers de l'investissement productif. Or là, on n'en voit pas du tout le chemin sur la grande masse des réductions d'impôts qui ont été octroyées. Alors, monsieur le ministre, vous dites on peut quand même demander des efforts aux entreprises, ce n'est pas illégitime. Oui, il ne me semble pas que vous en demandez beaucoup. Vous êtes dans une politique d'aide très importante aux entreprises et qui ne sont pas ciblées pour la plupart d'entre elles, et donc qui malheureusement ne viennent pas aider à la reconstitution d'emplois sur notre pays. Mais on voit quand même des chiffres du chômage qui restent extrêmement préoccupants, et avec une croissance qui
est moindre et moins qu'attendu, moins importante qu'attendu. On avait quand même cru comprendre qu'il y a un certain nombre de dépenses, et notamment de dépenses que vous envisagiez, notamment sur la taxe d'habitation, puisqu'on ne sait toujours pas comment son extinction totale va être contrebalancée. Vous attendiez des points de croissance bien supplémentaires à ceux qu'on voit poindre actuellement. Donc une croissance qui reste quand même à la peine au regard de la situation globalement et de vos attentes. Et puis sur le pouvoir d'achat. On a entendu beaucoup 6 milliards de réduction pour les ménages. Alors c'est facile de dire les ménages, mais on met dans le même sac, permettez l'expression, les ménages qui vont avoir des réductions, je crois, de 600 millions d'euros liées à la PFU, ou les ménages qui vont devoir leur retraite désindexée et donc augmenter de manière bien moindre que l'inflation. Sur toutes vos mesures de pouvoir d'achat, on voit bien que les efforts sont quand même demandés aux plus modestes et qu'aujourd'hui, cumulé avec votre politique de modération salariale, on le voit dans la fonction publique, mais on le voit aussi sur les allègements de charges sur les petits salaires, vont certainement empêcher des embauches à des salaires plus élevés. Ce sont, on le voit souvent, des trappes à bas salaire. Donc cette modération salariale qui est votre politique, avec l'inflation qui quand même est relativement importante, va annihiler les quelques efforts de pouvoir d'achat que vous avez faits. Donc on le voit, cette politique globalement, elle est très favorable aux entreprises, défavorable aux salariés et aux Français modestes et aux retraités, et vous l'avez bien noté vous-même, donc vous avez essayé un petit peu de revoir les choses, mais insuffisamment bien entendu. Et donc, bon, on peut qu'en rester là aujourd'hui, étant donné le temps que nous avons eu pour étudier les documents qui nous ont été envoyés, mais je pense déjà qu'on peut avancer que ce projet de budget ne peut nous satisfaire. Je vous remercie. Merci à Sophie Taillé-Polian. On va en rester là pour ces 3 premières questions. On viendra vers nos collègues. Je vais vous laisser reprendre la main et répondre. Merci, Monsieur le Président. Je vais répondre rapidement avant de laisser la parole, notamment sur les questions de logement. C'est un sujet important. À Gérald Darmanin. Tout le charme de la vie politique française, c'est la contradiction. On nous demande de rétablir les finances publiques et on a raison. Et en même temps, quand nous reportons les allègements de charges ou les cotisations qui sont supprimées, assurance maladie, assurance chômage sur les salariés, on nous dit vous pénalisez le pouvoir d'achat et donc vous pénalisez la croissance. Moi, j'assume totalement la décision qui a été prise, que dans la même pièce, il y a exactement un an, je vous ai dit que nous allions reporter cet allègement pour restaurer nos finances publiques. Mais on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Nous avons eu la restauration des finances publiques justement parce que nous avons pris des décisions courageuses. Ce n'est pas que la croissance qui explique que nous sommes passés sous les 3%, et ce n'est pas que la croissance qui explique que nous ayons restauré les finances publiques depuis 2017. C'est qu'on a eu le courage d'assumer des décisions, notamment sur la suppression des cotisations d'assurance maladie et assurance chômage. Nous l'avons fait en 2 temps, tout simplement pour faire simple, parce que c'était trop cher. Et que nous avons préféré le faire en 2 temps pour que nous arrivions à restaurer nos finances publiques. L'objectif a été tenu. Et je ne fais que constater les faits. L'objectif a été tenu. Alors est-ce que du coup, nous attendons un rebond de croissance pour la fin de l'année 2018 ? Oui. Oui, je m'attends à un rebond de la croissance pour la fin de l'année 2018. Je pense qu'il y aura, en raison notamment de ces mesures qui prendront plein effet au 1er octobre, sur les cotisations assurance maladie et assurance chômage, comme sur la taxe d'habitation, je m'attends pour la fin de l'année 2018 à un rebond de la croissance en France et un rebond des investissements. On verra ce que donnera la réalité. Là aussi, je m'avance avec prudence, mais tout cela, une fois encore, correspond aux choix que nous avons faits. Je veux redire aux sénateurs qui nous font l'amitié et l'honneur d'être présents un lundi, nous savons où nous allons. Nous avons un cap et nous le tenons. On peut le discuter, Madame Taillé-Polian a une autre perspective, mais nous savons où nous allons, nous tenons le cap et nous voulons à la fois la restauration des finances publiques et la relance de la croissance française. Philippe Dallier, vous avez posé des questions importantes, mais une fois encore, je laisserai Gérald Darmanin y répondre.
Sophie Taillé-Polian, moi j'assume la divergence avec vous. Nous avons une vraie divergence politique, c'est tout le mérite de la démocratie. Vous me parlez redistribution de richesses, moi je vous parle création de richesses. Et je pense qu'on a cessé depuis des années de redistribuer de l'argent qu'on n'avait pas. Et donc quand l'État redistribue de l'argent qu'il n'a pas, eh bien au bout du compte, ça se solde par une augmentation des impôts des Français. Et je me refuse à cette politique qui a conduit la France dans le mur. Et qui a conduit aussi, je pense, à beaucoup de colère de la part des Français, notamment de la part de ceux qui travaillent. Donc je ne crois pas à une politique où on redistribue des richesses qu'on n'a pas. Je ne crois pas à une politique qui fait une croix sur la création de richesses. La priorité, c'est la création de richesses, par le travail et par les entreprises. Et j'en veux pour preuve le rapport tout à fait remarquable de l'INSEE sur la pauvreté. Qu'est-ce qu'il montre? Il montre une chose très simple, c'est qu'il y a 14% de pauvreté en France, de gens qui sont sous le seuil de pauvreté. C'est considérable. Mais ce qui est révoltant, c'est que ce chiffre, il est 37% pour les chômeurs. Ceux qui souffrent le plus de la pauvreté dans notre pays, ce sont les chômeurs. Et donc si nous avons aujourd'hui un taux de pauvreté qui reste élevé, c'est d'abord parce que nous avons un taux de chômage qui reste trop élevé. Et donc moi je considère que la priorité, c'est d'avoir le maximum de Français qui reviennent au travail, qui créent de la richesse. Et qu'ensuite, effectivement, on peut la redistribuer aux plus fragiles. Et là, j'assume totalement la divergence avec vous. On crée des richesses pour les redistribuer, on ne les redistribue pas avant de les créer. Et notre politique, de ce point de vue-là, est juste, puisque sur ceux qui sont les plus fragiles, ceux qui ont le plus besoin du soutien de l'État, là, pour le coup, nous augmentons les prestations. Nous avons augmenté la prestation adulte handicapé. Nous avons augmenté la prime d'activité justement pour permettre aux Français de retrouver un emploi et nous avons augmenté le minimum vieillesse. Donc c'est une vue différente de l'avenir de la société, de l'avenir de notre économie, mais je revendique les choix politiques que nous avons faits. Enfin, quand vous dites que nous sommes pour la modération salariale, pardon de vous dire que les faits montrent exactement le contraire. Le contraire. Et je vous invite là aussi à regarder les chiffres. Nous allons supprimer les cotisations assurance maladie, assurance chômage. C'est du salaire net plus élevé pour les salariés. Nous allons supprimer les cotisations sur les heures supplémentaires en 2019. C'est plus de rémunération pour les salariés. Nous allons supprimer le forfait à 20% sur l'intéressement et la participation. Mais j'ai bon espoir que ça va développer massivement l'intéressement et la participation dans les entreprises et qu'au bout du compte, les salariés qui travaillent bien et qui permettent d'avoir une entreprise qui dégage des profits en seront les premiers bénéficiaires. Parce que c'est eux qui doivent être les premiers bénéficiaires d'une entreprise qui tourne bien. Donc il n'y a pas de modération salariale. En revanche, une autre politique qui consiste à donner des coups de pouce systématiques au SMIC, elle conduit à quoi? Au chômage de masse. Et quand je vois certains qui proposent une augmentation de 20% du SMIC, je leur dis allez présenter ça aux Français. Et allez expliquer à tous les jeunes Français qui vont provoquer du chômage de masse en augmentant artificiellement le SMIC et en le déconnectant totalement la productivité du travail des salariés. Il y a des réalités économiques. Et je pense qu'il faut s'inscrire dans le cadre de ces réalités économiques. Nous, le choix que nous faisons, il est simple, une politique de l'offre pour avoir des meilleurs produits qui se vendent, qui s'exportent, qui créent de la richesse, de la redistribution pour les plus fragiles, parce que nous y tenons, que nous y faisons attention et que là aussi les chiffres sont têtus, nous augmentons la redistribution pour ceux qui sont les plus fragiles. Et en troisième lieu, la valorisation du travail, parce que nous croyons à une société du travail. Oui, monsieur Darmanin, pour Philippe Dallier, j'ai bien compris. Alors, pas seulement pour Philippe Dallier, si vous me le permettez, mais avec Philippe Dallier avec plaisir. D'abord, peut-être en remerciant Philippe Dallier, mais sans doute le rapporteur général, de ce que j'ai compris dans ses propos, de trouver le budget sincère et des hypothèses raisonnables. C'est ce que dit le Haut Conseil des finances publiques plusieurs fois, avec plusieurs adjectifs qui se ressemblent. Je dire simplement, Monsieur le Président, devant votre commission, puisque j'ai pas eu l'occasion, et je m'en excuse encore une fois, de faire des propos liminaires, que j'ai tenu mon engagement de ne pas venir vous présenter de décret d'avance sur le budget 2018.
puisque nous terminerons l'année sans aucun décret d'avance. Et de mémoire de rapporteur général ou de commissaire des finances, y compris du Sénat, je ne crois pas que cela existait sous les 5 derniers présidents de la République qui se sont succédés avec des ministres du budget qui venaient sans cesse, y compris pour des crédits parfois supplétifs, présenter le décret d'avance. Et je pense que c'est un point, me semble-t-il, qui correspond à l'engagement du gouvernement de sincériser son budget. Et vous aurez l'occasion de constater peut-être dans la loi de règlement de l'année prochaine qu'il n'y a pas d'insincérité budgétaire constatée. Même au moment même où je vous parle, les opérations extérieures sont maintenues. Et je pense que c'est un point très important par rapport à la gestion précédente qu'on fait à la discussion que nous avons eue à peu près à la même période l'été dernier. Sur le point de la politique du logement, alors plusieurs sujets ont été évoqués par le sénateur Dallier. Je ne reviendrai pas sur la question générale de ce que nous avons fait sur la réorganisation des offices HLM. Il y aurait beaucoup à dire. Il a sa position, je l'entends, et le Sénat a beaucoup travaillé. La loi Elan va être adoptée définitivement. J'ai compris que la CMP n'avait point été conclusive, mais enfin elle va terminer, si j'ose dire. Elle a été conclusive. Bon, alors elle a été conclusive, très bien. Je ne suis pas. Ces derniers temps ont été un peu pris par la préparation du budget. J'ai vu qu'il faisait du soleil dehors. Je ne m'étais pas arrivé depuis quelques jours. Donc je l'entends. La loi Elan va compléter utilement l'action que vous proposez, même si je comprends votre doute. Moi, je voudrais quand même souligner, monsieur le sénateur, la contrepartie de ce que vous évoquez. Et après, je reviendrai peut-être sur le paradoxe français qu'évoquait Bruno Le Maire. La contrepartie, c'est qu'il y a d'autres recettes ou d'autres argents que de l'argent public. Il y a 1 milliard qui a été mis par la Caisse des dépôts et consignations dans le logement social. Il y a effectivement le fait qu'on doit trouver d'autres recettes pour d'autres raisons dans d'autres lieux. Je m'intéresse également au logement social dans une commune qui en connaît également beaucoup, des recettes propres qui sont notamment la vente de son patrimoine, avec la difficulté de savoir si, notamment, on peut accepter l'idée qu'on vend en dehors des processus habituels. Et ça, je pense que les bailleurs eux-mêmes, d'ailleurs, entre le public et les bailleurs dits privés, ne sont pas forcément d'accord, mais ça, je pense que vous le savez mieux que moi. Et puis, le travail que nous faisons autour du livret A, qui permet quand même, en maintenant des taux très bas à 0,75, permet d'injecter 600 millions d'euros de mémoire dans le logement. La contemporanéité des APL, elle pose un autre problème, qui est le N-2 par rapport à cette année. Il y aura des gagnants et des perdants, mais en tout cas, ce sera juste. Quelque part, c'est avec l'idée de la contemporanéisation, et elle a assez peu d'incidence, finalement, sur la construction de logements, même si j'entends ce que vous dites sur la construction. Et par ailleurs, le ministère du Budget a parfois très largement perdu des arbitrages budgétaires vis-à-vis du ministère du Logement, qui consistent notamment à resserrer des dispositifs fiscaux qui ne sont pas toujours très positif, en tout cas lorsque je lis les travaux notamment des parlementaires sur l'évaluation d'un certain nombre de dispositifs. Monsieur le rapporteur général, on l'a évoqué. C'est le cas de dispositifs qui portent souvent les noms d'anciens ministres du Logement qui sont des incitations fiscales et qu'on a finalement même encouragé avec l'impôt à la source, puisqu'on contemporanise des crédits d'impôt des mois de janvier à la grande demande et devant la grande effusion du rapporteur général. Je vois qu'il en est tout heureux. Donc peut-être que l'année prochaine, il faudra faire un bilan, même si, comme vous, je crois savoir que c'est sur plusieurs années qu'on peut voir l'effet d'une politique et que la libération du foncier, c'est tout aussi important, me semble-t-il, voire plus important, et vous avez eu cette discussion avec Jacques Mézard et Julien de Normandie, que des crédits budgétaires. D'ailleurs, si je peux me permettre, M. Capo-Canellas évoquait un sujet qui était intéressant, de dire est-ce que vous n'avez pas peur que la baisse de dépenses publiques, alors c'est marrant parce que l'année dernière, on me disait qu'on dépensait trop. Bon voilà, maintenant on s'aperçoit que c'était 1,4 l'année dernière malgré les 5 milliards de décrets d'avance. Hein. On a fait 1,4 d'augmentation de dépenses entre le gouvernement précédent et le nôtre l'année dernière. Là on fait 0. Je ne sais pas depuis quand M. le rapporteur général a vu en 2018 une année de dépenses publiques à 0 en volume. L'année prochaine on fait 0,6. L'année dernière on avait d'ailleurs dit qu'on faisait 0,6, on a fait 0, donc peut-être que tous les espoirs sont permis. Et alors puis maintenant, je comprends que l'argument, c'est de dire, finalement, la baisse de la dépense publique, ça peut être récessif. Bon, donc effectivement, les choses se contredisent, hein, les arguments sont réversibles. Nous ne le pensons pas, parce que par ailleurs, nous avons augmenté l'investissement public. En 2017, l'investissement public, c'était 3% d'augmentation par an. Cette année, c'est quasiment 7%. L'année prochaine, ce sera quasiment 5%. Je crois que c'est un point important de voir que c'est de la bonne dépense. Et par ailleurs, je voudrais ici souligner devant les sénateurs, je n'ai pas fait dans mon propos liminaire, mais l'année prochaine, l'augmentation en volume de la dépense publique est de 0,6. Pour l'État, ce sera moins 0,8. Et pour les collectivités, ce sera autour de 1,1, 1,2. Je parle bien de volume. C'est-à-dire que l'État, mesdames et messieurs les sénateurs, c'est une demande que vous faites régulièrement, qui n'était pas le cas sous les gouvernements précédents, l'État fera 2,5 fois plus d'efforts de baisse de dépenses que les collectivités locales. Je précise d'ailleurs que les dotations, une nouvelle fois, seront maintenues. Et je pense que ça, ce sera un point sur lequel le Sénat pourra sans doute saluer l'action du gouvernement. C'était sa demande depuis longtemps. Peut-être
très rapidement terminer par ça. Madame la sénatrice Taillé-Polian a évoqué quelques questions qui me concernaient directement. D'abord, la TH et son extinction totale. Le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est de présenter un projet de loi spécifique pour les finances locales au premier trimestre, sans doute premier semestre, tout dépend de la discussion que nous avons avec les associations d'élus l'année prochaine. Donc il n'y a pas de disposition qui concerne la fiscalité locale THTF et redistribution finalement selon les compétences, à l'exception de la TGAP déchets, économie circulaire et de ce qu'on appelle la taxe sur les ordures ménagères. Et donc il y a assez peu de fiscalité locale, et puis les locaux industriels, la requalification, on y reviendra. Il y a un projet de loi spécifique. Nous n'avons pas oublié la promesse de supprimer 100% de cette taxe d'habitation sur les résidences principales. Elle sera tenue, et ceci n'a pas grand-chose à voir avec les chiffres de la croissance que vous évoquez. Vous dites les retraites à 0,3. Je vous rappellerai, madame la sénatrice, que la moyenne des augmentations de retraite dans les 7 dernières années ont été de 0,4. Et nous constatons d'ailleurs qu'il y a quelques mois, nous avons nous-mêmes augmenté la retraite à 0,8. Donc je crois que l'on pourrait longuement discuter de ce sujet. Et enfin, vous évoquez la suppression de l'ISF. Bruno Le Maire l'a évoqué sur l'aspect entreprise. Moi, ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que la suppression de l'ISF, c'est cette année que les contribuables le voient. Comme c'est cette année, à partir du mois d'octobre, que la taxe d'habitation va se voir. L'année dernière, on a fait voter des suppressions d'impôts. C'est comme tout, avec effet de décalage. Vous avez constaté que les Français ont vu la taxe d'habitation, n'ont pas encore vu la baisse de la taxe d'habitation, ils vont arriver. Il est difficile de savoir s'il y a revitalisation d'économie sur un impôt qui n'est supprimé que cette année, sachant que l'évaluation, elle doit se faire au moins sur une année pleine. Donc il me semble que l'évaluation qu'évoquait Bruno Le Maire, à laquelle nous sommes évidemment tout à fait disposés, elle devrait au moins se tenir l'année prochaine, c'est-à-dire l'année où l'argent est disponible. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, mes chers collègues, nous avons encore une dizaine d'inscrits. Donc, je vous propose de faire 2 séries de 5. Nous allons débuter avec Bernard Delcros, puis Jean-François Husson, Emmanuel Capus, Georges Patient, Jean-François Rapin. Bernard. Merci, Monsieur le Président. Alors, moi, j'ai 4 questions et une observation. Ma première question portait sur la trajectoire budgétaire telle qu'on l'avait telle qu'elle avait été arrêtée avec les 3 objectifs que vous avez rappelés, Monsieur le Ministre, moins 5 points sur la dette publique, moins 3 sur la dépense publique et moins 1 sur les prélèvements obligatoires. Et ma question, c'était de savoir, au moment où ces prévisions ont été faites, c'était en début d'année avec les chiffres de l'époque et la croissance de l'époque, est-ce qu'avec les chiffres que l'on connaît aujourd'hui, la situation que l'on connaît aujourd'hui, est-ce que ces objectifs restent atteignables? Vous y avez répondu clairement à 2 reprises en disant que ce cap était maintenu. Donc j'en prends acte. Deuxième question, c'est sur le gain du pouvoir d'achat pour les ménages, 6 milliards d'euros, un petit peu plus de 6 milliards d'euros. Alors on a déjà entendu des voix qui s'élevaient contre ces chiffres, pour contredire ces chiffres. Pouvez-vous nous apporter quelques précisions? Troisième question, elle porte sur les niches fiscales, qui représentent un volume important, une centaine de milliards d'euros. Donc il y a la suppression du CICE d'un côté, à peu près 20 milliards, mais vous avez aussi engagé un processus de suppression de niches fiscales à l'article 11 sur des dépenses fiscales qui paraissaient inefficientes. Donc moi j'ai une question là-dessus. Y a-t-il une stratégie du gouvernement par rapport aux niches fiscales? Est-ce que l'idée sur le quinquennat, c'est de supprimer un certain nombre de niches fiscales qui nous paraissent pas importantes? Et quel sera le volume des niches fiscales en 2019? Voilà. Et puis surtout, quelle stratégie sur le quinquennat par rapport aux niches fiscales? La quatrième question, elle porte sur les petites taxes. Donc vous avez là aussi engagé un processus, une vingtaine, je crois, sur 192 qui existent. Suppression de petites taxes qui généraient une recette inférieure à 150 millions d'euros. Donc ma question est du même ordre. Avez-vous sur ces petites taxes une stratégie sur la durée du quinquennat? C'est-à-dire est-ce qu'on engage un processus de suppression de petites taxes qui va se poursuivre ou pas? Et si oui, évidemment, quelle compensation pour les collectivités? Et puis, pour rassurer de nombreux élus locaux, pouvez-vous bien nous confirmer que la fameuse taxe sur les pylônes, dite taxe sur les pylônes, n'est pas touchée par les suppressions? Et puis enfin, une observation qui concerne l'augmentation des taxes sur le carburant. Donc 7 centimes sur le diesel, 4 centimes sur l'essence. Donc évidemment, on est tous d'accord pour que la France soit exemplaire et pilote, j'ai envie de dire, en matière de transition énergétique, et puis trouver des solutions pour peu à peu abandonner les énergies fossiles. Mais moi, je veux quand même faire remarquer qu'on crée des disparités très fortes entre les secteurs, notamment urbains, où on a des solutions alternatives,
notamment par le transport en commun ou par des véhicules électriques pour des petits déplacements, et le secteur rural. J'arrive d'un département je suis élu d'un département de montagne, où là, on n'a pas de solution alternative. On n'a pas de transport en commun. Et aujourd'hui, les voitures électriques qui sont sur le marché ne permettent pas de faire des grandes distances, et notamment en territoire de montagne. Donc je pense qu'il faut faire attention, parce que du coup, on crée des disparités et on renforce les difficultés dans les territoires ruraux. Donc peut-on envisager des solutions pour répondre à cette problématique, même si bien entendu on est d'accord sur le fond du sujet et sur les nécessités de réussir la transition énergétique. Merci Bernard Delcros. Jean-François Husson. Oui, messieurs les ministres, d'abord vous remercier comme un certain nombre de nos collègues et vous dire que comme vous, je partage l'ambition, monsieur le ministre, de restaurer, en tous les cas de tout faire pour restaurer la prospérité française, et vous l'avez dit, avec une création de richesse par les entreprises. Jusque-là, c'est bien. Moi, je me pose quelques questions et je vais les illustrer. Premièrement, l'industrie. Notre industrie, aujourd'hui, profite beaucoup moins que les industries étrangères de tout mouvement de croissance, parce que nous souffrons d'un niveau de fiscalité en moyenne de 25%, quand nos amis et compétiteurs, notamment européens, sont plutôt à une fiscalité moyenne à 17%. En gros, ça fait 50% d'écart. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas lu pour l'instant tous les cas de mesures, où je ne les ai pas bien identifiées, que le gouvernement pourrait mettre en œuvre pour lutter contre ces disparités, pour ne pas dire ces distorsions de concurrence. Ce qui m'amène au deuxième sujet, c'est la préoccupation forte du déficit persistant et très important de notre commerce extérieur. Donc là encore, quelle est la volonté, quelle trajectoire le gouvernement fixe à notre pays et à ces entreprises, comment on va les aider à la fois dans la performance, mais également, surtout, dans la conquête de marché. Enfin, troisième élément, vous avez parlé de croissance durable, et j'ai bien noté, parce que je pense qu'on va en parler pendant un certain temps, en tous les cas, vous pouvez compter sur moi pour le rappeler régulièrement, la fiscalité peut être un des éléments clés de la transition énergétique réussie. Alors moi, je vais vous dire, quand j'entends ça, ça me fait peur. Ça me fait peur, pourquoi? Parce que vous avez évoqué la convergence de la fiscalité entre le diesel, les taxes sur le diesel et l'essence. En fait, c'est à sens unique. Ce qui n'est pas, je dirais, ce qui n'est pas aujourd'hui entendable, c'est-à-dire on ne fait qu'augmenter, on ne fait qu'augmenter. Alors j'entends la deuxième musique, c'est on taxe la pollution. Ben, je dis banco. Quand on va chercher des prélèvements supplémentaires avec des taxes de rendement au travers de la contribution climat-énergie, la contrepartie, c'est d'offrir des possibilités aux Français, quel que soit le mode d'organisation, pour s'inscrire dans une dynamique vertueuse sur ces enjeux-là. Or, aujourd'hui, l'an passé, vous avez quelque part pris dans la poche des contribuables 3,5 milliards. Il y avait 150 millions de compensations et 3,7 milliards de prélèvements. Et là, vous entendez continuer dans ce sens. Je le dis, comme Bernard Delcros, un certain nombre de Français aujourd'hui sont, je vais les appeler, des assignés à résidence. Ils n'ont pas d'autre choix. Pour l'instant, vous restez sourds. Or, ils subissent la fiscalité en étant pris au piège sur la fiscalité sur le carburant et sur finalement le peu d'accompagnement. Et ce n'est pas la dernière année si j'ai bien compris, la dernière année du crédit d'impôt de transition énergétique qui donne des perspectives intéressantes. Donc sur ce sujet, on a une vraie divergence, même si je pense qu'il y a des efforts à faire. Mais je ne partage pas et j'aurais besoin d'avoir quelques éclaircissements supplémentaires, Monsieur le Ministre. Merci Jean-François. Emmanuel Capus. Merci Monsieur le Président. Moi je voulais poser 3 questions. La première, en tant que rapporteur de la mission Travail et Emploi, j'ai noté dans ce projet de budget qu'il y avait un fort effort sur le régalien. Moi, je m'en satisfais. Évidemment, la défense, la justice et la sécurité sont mis en avant. Alors, évidemment, le corollaire, c'est que la mission Travail et Emploi est sensiblement impactée. Et ça peut paraître paradoxal par rapport au titre que vous affichez sur soutenir le travail.
Donc je voulais que vous nous expliquiez comment, tout en baissant en réalité la mission travail-emploi, vous pensiez au contraire relancer le travail dans ce pays. Étant précisé qu'ici, à la Commission des finances, même si les avis sont parfois tranchés, la majorité, je crois, des collègues ne sont pas hostiles à une diminution des contrats aidés dans le secteur public. Ça, c'était ma première question. Deuxième question, sur les efforts structurels. J'ai bien noté l'ensemble des efforts structurels que vous avez cités. J'ai noté aussi le cap que vous avez indiqué, notamment sur la baisse de la dette. Je ne crois pas que vous ayez parlé du maintien du cap sur la baisse du nombre de fonctionnaires. Il y avait un candidat qui parlait d'une baisse de 500 000. Il y en a un autre qui disait 120 000. Aujourd'hui, on est à 4167, je crois, 4164 cette année. Comment est-ce qu'on va faire pour atteindre les 120 000 qui ont été annoncés? Donc ça paraît quand même un petit peu ambitieux aujourd'hui. Donc est-ce que vous êtes aussi confiant sur cet objectif? Et est-ce que vous envisagez, je n'ai pas entendu parler de ça, une idée qui avait été évoquée d'ailleurs, je crois, par Xavier Bertrand il y a quelques années, Monsieur le Ministre, la possibilité que des fonctionnaires entrent dans la fonction publique sans en garantie d'emploi à vie sur des postes qui ne seraient pas des postes régaliens. Et troisième question, c'est sur un autre sujet, sur les mesures relatives à la transition énergétique. D'un côté, on augmente assez sensiblement quand même les taxes sur la fiscalité énergétique, de l'ordre de 2 milliards d'euros. De l'autre, on va baisser assez sensiblement le CITE, le crédit d'impôt pour la transition énergétique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce que les recettes qui sont... est-ce que le rendement budgétaire supplémentaire que vous escomptez va être réinvesti dans la transition écologique? Ou est-ce que c'est une mesure uniquement de rendement budgétaire? Merci, Emmanuel. Georges Patient. Monsieur le ministre, deux mesures du PLF, entre autres, vont impacter les économies ultramarines. Il s'agit de l'abaissement des plafonds de réduction d'impôts, qui atteint 50% aux Antilles et à La Réunion, et 40% pour la Guyane et Mayotte. Et la seconde mesure consiste en la suppression de la TVA non perçue et récupérable. Ces deux mesures sont très décriées dans les Outre-mer, car il s'agit de remise en cause de dispositifs mis en place de longue date. Vous les expliquez par le souci du gouvernement d'une plus grande justice fiscale et surtout par la nécessité de mieux soutenir l'activité économique des Outre-mer. À cet effet, dans le livre bleu des Assises d'Outre-mer, ont été pris des engagements pour que les économies réalisées par ces deux mesures soient entièrement réaffectées aux Outre-mer. Est-ce que vous pouvez le confirmer? Alors, je n'ai pas les chiffres de la mission Outre-mer, mais est-ce que nous retrouvons les 170 millions attendus de ces économies? Merci, cher Georges. Jean-François Rapin. Oui, Monsieur le Ministre. Revenant à la conjoncture internationale et plus précisément sur le Brexit, vous avez répondu, Monsieur le Ministre, et tant la question d'Albéric de Montgolfier était vaste sur le contexte international, très largement. Moi, je voudrais revenir quelques instants sur le Brexit. Et vous demandez si vous êtes capable, en fonction finalement des trois scénarios qui se dégagent, et dont on entend parler régulièrement, c'est-à-dire un scénario à maxima qui ferait que l'Angleterre paierait toutes ses dettes à l'Europe et sortirait facilement, un scénario moyen qui verrait un bon accord de chaque côté, et puis un scénario dit catastrophe qui serait un scénario sans accord. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui d'anticiper en matière budgétaire, et l'avez-vous fait, ce que pourraient être ces scénarios, ce qu'il pourrait coûter en fait au budget de la France, indirectement au titre de sa contribution à l'Europe, ou directement sur des mesures plus précises? Merci Jean-François. On va peut-être se tourner vers les ministres pour répondre à cette série de 5 interrogations. Monsieur Delcros, sur les questions qui m'ont été posées sur
Les objectifs de 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses en moins et 1 point de prélèvement obligatoire en moins. Il est évident que l'objectif est plus difficile à partir du moment où la croissance est plus mesurée que ce que nous avions eu fin 2017, mais les objectifs sont maintenus et le cap sera maintenu. Et si nous avons demandé par exemple un effort aux entreprises sur le versement du 5e acompte d'IS ou sur la mesure de 4 points supplémentaires d'allègement de charges au niveau du SMIC, c'est justement parce que nous souhaitons tenir nos engagements. Et nous sommes évidemment totalement résolus à tenir ces engagements. S'agissant des niches fiscales, oui, moi je pense que nous avons intérêt à réduire les niches fiscales. Alors c'est jamais facile parce que tout le monde vous appelle à réduire les niches fiscales. Mais dès que vous en réduisez une, immédiatement vous avez un chien qui sort de la niche et qui vous explique que c'est impossible de supprimer cette niche fiscale. Je vous en cite 2 que nous allons supprimer dans le projet de loi de finances 2019. La première, c'est le gazole non routier, avec des tarifs qui sont particulièrement intéressants. Mais nous estimons que rien ne justifie que nous maintenions cette fiscalité avantageuse sur le gazole non routier. Je fais une exception, en reprenant mon chapeau d'ancien ministre de l'Agriculture, c'est pour les agriculteurs, qui ne seront pas concernés. Vous voyez que nous réduisons la niche, mais nous faisons attention aux territoires ruraux et aux agriculteurs. Le deuxième exemple que je citerai, c'est... mais on peut, vous savez, on peut y passer toutes les heures que vous voulez. Moi, je considère que quand on voit le niveau de revenus des agriculteurs aujourd'hui en France et les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ça n'est que justice que de leur épargner cette mesure-là. S'agissant de la TSCA, c'est une autre niche fiscale que nous supprimons, puisque vous savez que sur la partie d'essai de l'assurance emprunteur, et sur cette seule partie, vous avez un niveau de TSCA qui est de 0. Il ne l'est pas d'ailleurs sur l'assurance collective, donc tout ça est totalement contradictoire. Donc nous alignons sur les règles fiscales de l'assurance emprunteur. Et nous le faisons aussi en rappelant que désormais il est possible de renégocier son contrat d'assurance emprunteur lorsque vous achetez un logement. Chaque année, vous avez maintenant la possibilité de renégocier votre contrat d'assurance et donc d'obtenir des tarifs qui sont préférentiels. Jean-François Husson, sur l'industrie, il y a une vraie stratégie. Je ne vais pas la développer trop longuement, mais c'est une stratégie qui vise à la fois à baisser les coûts de production dans notre pays. Le coût du travail, nous y sommes attaqués. Les impôts de production, nous commençons avec la suppression du forfait social sur l'intéressement et la participation et avec la modification des seuils sociaux dans Pacte, seuils sociaux et seuils fiscaux. Et le Premier ministre a toujours indiqué que si nous pouvions aller plus loin sur la baisse des impôts de production, nous le ferions. Ça, c'est un premier volet de la stratégie, la baisse des coûts de production pour retrouver la compétitivité par rapport à nos partenaires européens. Le deuxième volet, qui est à mes yeux le plus important et le plus difficile, c'est le volet culturel. Comment est-ce qu'on revalorise les métiers de l'industrie dans notre pays? Et là, nous avons engagé toutes sortes de mesures et de politiques avec le Premier ministre sur la qualification, sur la formation, avec Manuel Pénicaud également, pour bien montrer que les métiers de l'industrie d'aujourd'hui n'ont pas grand-chose à voir avec ceux d'hier. Et d'abord, ils sont pleins d'avenir, ils sont novateurs, ils sont créatifs. C'est l'inverse du travail à la chaîne. Vous allez visiter la nouvelle usine d'Évian et vous voyez l'ancienne à côté. Dans l'ancienne, il y a encore de la manipulation, il y a encore des Fenwick, il y a encore du transport. Dans la nouvelle, il n'y a plus personne qui transporte rien. Tout est robotisé. En revanche, il y a des ouvriers qui font la maintenance technique et qui sont chargés de la conception des nouvelles bouteilles sur les imprimantes 3D. Donc tout ça est en évolution permanente et à nous de valoriser ces nouveaux métiers de l'industrie. Enfin, le troisième volet de cette stratégie, c'est le soutien à l'innovation, crédit impôt recherche, suramortissement et toutes les mesures qui sont prises en la matière. Ça fait le lien avec le commerce extérieur. Le déficit du commerce extérieur n'est que le reflet de la perte de compétitivité française. C'est tout, on peut tourner les choses dans tous les sens, se dire on va améliorer évidemment Business France, on va créer un guichet unique, tout ça est très utile et tout à fait nécessaire. Mais la vraie réponse au déficit de la balance commerciale extérieure française, c'est l'amélioration de la compétitivité et notamment de la compétitivité hors prix. Parce que c'est là-dessus que nous sommes les plus faibles.
Vous connaissez tous ça mieux que moi. Le positionnement milieu de gamme de notre industrie n'est pas porteur. Et puis on pourrait citer, parce que je suis en positif, plein d'exemples de filières industrielles qui sont extraordinairement, qui réussissent extraordinairement bien parce qu'elles ont pris ce virage de la digitalisation, de l'innovation, des nouvelles technologies. Quand vous voyez le secteur que je cite souvent du décolletage en aval et de larves, je rappelle que c'est les premiers à disposer de robots avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas de l'intelligence artificielle d'accumulation de données, mais de transformation des données à tous les process de production. Ben, ça marche, ils sont profitables, et c'est une industrie qui est là depuis le 19e siècle et qui a sans doute encore de très belles décennies d'aventure industrielle devant elle. Enfin, sur la fiscalité énergétique et la transition énergétique, oui, il y a une convergence d'un côté sur la fiscalité du diesel, et je comprends parfaitement les critiques, mais nous assumons ce choix-là. Je rappelle que de l'autre côté, vous avez la prime à la conversion, qui marche remarquablement bien. Il y a 250 000 ménages qui devraient avoir bénéficié de cette prime à la conversion, donc changer de véhicule pour avoir un véhicule plus propre. Et c'est principalement des ménages modestes. Et puis il y a le chèque énergie, qui est de 150 € par an pour 4 millions de ménages et qui devrait passer à 200 € par an en 2019. Enfin, je réponds juste à la question de Jean-François Rapin pour terminer sur le Brexit. Qu'est-ce que le président de la République a dit à Salzbourg? Nous voulons un accord avec nos amis britanniques. Mais nous ne le voulons pas au détriment de l'intégrité du marché intérieur. Et il y a une chose qui n'est pas négociable, c'est l'intégrité du marché intérieur. Vous ne pouvez pas avoir accès au marché intérieur, qui est une des principales avancées politiques européennes, sans respecter les règles de ce marché. Et si jamais nous donnons le signal, à l'occasion du Brexit, qu'on peut sortir de l'Union européenne et garder tous les avantages de l'Union européenne, notamment l'avantage principal qui est l'accès à un marché de consommateurs de 450 millions de consommateurs, c'est la fin de l'Union européenne. Et il y a plus important que la Grande-Bretagne, c'est l'Union européenne. Donc nous saluons les efforts qui ont été faits par Theresa May avec ses propositions, notamment issues des Checkers, sont des propositions qui sont meilleures que celles du départ, mais le compte n'y est pas encore. Et nous demandons à la Grande-Bretagne d'améliorer ses propositions et de respecter l'intégrité du marché unique pour parvenir à ce à quoi nous voulons tous parvenir, un accord en bonne et due forme avec la Grande-Bretagne. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur Darmanin. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre à Monsieur Delcreuz sur les 6 milliards évoqués de baisse d'impôts, il se décompose comme suit. Deuxième tranche de taxe d'habitation, 3,8 milliards. Effet plein des cotisations qu'on connaîtra l'année prochaine, 4,1 milliards. Mesure de correction de CSG annoncée par le Premier ministre, 300 millions. Heures supplémentaires, 600 millions. Augmentation de fiscalité, à peu près 400 millions d'euros tabac. 1,9 milliard sur le diesel pour les ménages, pas confondre avec le gazole non routier, et 800 millions de resserrement du CITE, ce qui fait bien donc 6 milliards de baisse d'impôts, tout confondu en net pour les ménages. Vous avez évoqué les petites taxes, on supprime 22 petites taxes pour 137 millions d'euros. On a dit qu'on le ferait en 2 temps, donc il y a d'autres petites taxes en 2020. Il y en a 17 qui sont la liste évoquée dans le projet de loi de finances. Une qui est supprimée par décret, une par article budgétaire et 3 fusionnées en une, ce qui fait bien 22. La taxe sur les pylônes n'est pas concernée, je le dis, le redis dans tous les PQR de France, mais je suis sûr qu'un jour, même en ch'timi, je n'arriverai pas à convaincre forcément tant qu'elle ne sera pas au rendez-vous de la fiscalité locale. Et évidemment, pour ceux dont on supprimera les petites taxes, notamment la plus importante budgétairement, c'est celle les taxes sur les farines pour la MSA, elle est évidemment remplacée pour la mutuelle agricole, donc c'est vraiment des efforts importants. Soit de privation de recettes qu'à l'État, soit de crédit budgétaire pour remplacer cette petite taxe. Je pense que c'est une très bonne chose que de mettre en place ce système de simplification de notre fiscalité, puisqu'elle coûtait parfois 30% de recouvrement. Donc évidemment, c'était pas tout à fait intéressant. Par ailleurs, M. Capuet a plusieurs questions sur le régalien. C'est effectivement 2,4 milliards d'augmentation du régalien, 1,7 milliard les armées, 310 millions d'euros la justice, 450 millions d'euros l'intérieur. Pour l'armée et la justice, ça ne vous surprendra pas puisque c'est conforme à l'euro près aux lois de programmation que les parlementaires ont bien voulu accorder au gouvernement.
Vous évoquez la question des contrats, donc sur les 120 000, 70 000 pour les collectivités. Ce sera peut-être intéressant que votre commission, Monsieur le Président, si vous le souhaitez, évalue notamment sur l'effet pour les collectivités locales. La contractualisation pour les 322, enfin les 70% consignés pour les 322, permettra de tenir la masse salariale et donc de diminuer l'emploi public dans les collectivités locales. Et vient le moment où nous aurons un projet de loi que je présenterai avec Olivier Dussopt sur la fonction publique, qui répondra à votre question autour du contrat, finalement. Et la question que vous évoquez, oui, l'idée c'est d'ouvrir le contrat, comme vous l'avez vu, à tous les emplois de la fonction publique, dans la collectivité locale comme dans l'État, sans qu'il y ait à y redire, si j'ose dire. Aujourd'hui, les élus, vous le savez bien, sont un petit peu corsetés par le contrôle de l'égalité et par des ouvertures de postes. Donc c'est une ouverture évidente au contrat et généralisée. Les plans de départ volontaires que nous avons évoqués avec le Premier ministre, ça permet de faire partir un certain nombre d'agents publics qui le souhaitent, évidemment volontaires. On y reviendra si vous le souhaitez, ainsi qu'également la rémunération au mérite. Et donc nous aurons ce rendez-vous très important sur la fonction publique avec Olivier Dussopt au premier semestre prochain. Projet de loi déposé, peut-être, Monsieur le Président, en tout cas c'est la volonté du Premier ministre, sur le bureau d'abord du Sénat avant l'Assemblée nationale. Puis la question du crédit du travail. Certes, il y a une baisse des crédits du ministère du Travail. D'abord, ce n'est pas celui qui dépense le plus qui est le meilleur des ministres. En tout cas, je me plais à le voir. Sachant qu'avec Bruno Le Maire, on dépense moins, donc on est assez heureux de cette maxime. La deuxième des choses, c'est que vous avez à la fois une baisse de crédit pour le ministère du Travail, mais une augmentation plus importante grâce à France Compétences, 2,5 milliards cette année. Donc en fait, les crédits d'intervention du travail en dehors de la mission sincère LOF, évidemment, ils augmentent. Et puis la baisse de la fiscalité pour le travail, c'est évidemment une politique pour le travail, puisque l'idée, c'est zéro charge sur le SMIC, comme l'a évoqué Bruno Le Maire, sur le CICE. J'attire l'attention des parlementaires que cette année, alors que nous avons eu des débats assez importants sur les contrats aidés l'année d'avant, les collectivités locales et les associations n'ont pas embauché l'intégralité des contrats aidés mis à leur disposition par messieurs et mesdames les préfets de la République, puisque nous avons fait deux choses. On a fait la fongibilité des crédits, surtout les crédits d'intervention, et on a juste demandé aux collectivités locales et aux associations qui ont embauché les contrats aidés de leur assurer une formation. C'est une demande révolutionnaire, bien sûr, on s'en excuse, mais enfin la vérité c'est qu'on a beaucoup moins de demandes de la part des collectivités locales et des entreprises, exception faite des ruraux qui, quand ils le demandent, en tout cas moi j'ai cette connaissance que j'ai du retour de Madame Pénicaud, pour l'instant il y aura encore des crédits contrats aidés. Et donc je crois que c'était une bonne politique que celle que nous présentions l'année dernière, même si elle a été largement combattue et malheureusement sur quasiment tous les bancs de l'hémicycle. Monsieur Passion a évoqué l'outre-mer. Il constatera que certes il y a des révisions fiscales dans le cadre des États généraux d'outre-mer, mais il y a aussi des augmentations de crédits, ce qu'il n'a pas évoqué, et je me permets donc de lui rappeler. La mission outre-mer augmente de 170 millions d'euros, c'est la convertibilité, si j'ose dire, des dépenses fiscales, notamment sur l'IR que vous évoquez pour les très grands revenus, en ce qui concerne l'évocation des efforts demandés par le gouvernement en crédit budgétaire pour intervention dans le ministère. Je pense que le parlementaire ultramarin que vous êtes est attaché au fait que le ministère des Outre-mer il ait des crédits pilotables, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il a des aides de fiscalité, plus pour les territoires, un peu moins pour les personnes. C'est ce qu'a souhaité les États généraux de l'Outre-mer, nous l'avons fait. Et la TVA NPR, je vous signale que l'évaluation, notamment sénatoriale, évoquait entre 25 et 30 millions d'euros de dépenses, alors que nous l'avons chiffré à 100 millions. Je crois que le ministère des Outre-mer fait une très bonne opération dans la réintégration budgétaire de la TVA NPR, pour ne pas dire mieux. Mais je crois que le président de la République est en déplacement aux Antilles à partir de cette semaine. Et il aura l'occasion sans doute de revenir sur ce sujet avec la ministre des Outre-mer. Enfin, sur un dernier point peut-être plus stricto sensu budgétaire, sur le Brexit, pour répondre au sénateur Rapin. D'abord, les crédits d'intervention de la France dans l'Union européenne augmentent. Il augmente, la fiche, vous l'avez sous les yeux peut-être dans le dossier qu'on vous a fourni, d'1,6 milliard entre 2018 et 2019. Il ne prend pas en compte, monsieur le sénateur, le fait que demain, il pourrait y avoir un no deal, même si l'Angleterre s'est engagée à, quoi qu'il arrive, donner sa participation à ce qu'elle doit pendant le temps qu'elle est encore dans l'Union européenne, c'est-à-dire encore l'année prochaine. En imaginant que l'Angleterre ne respecte pas sa parole, même s'il y avait un no deal, ce qui est possible budgétairement, mais qui serait quand même pas à la hauteur d'une grande nation comme la Grande-Bretagne, ça nous coûterait pour la France aux alentours d'1 milliard d'euros supplémentaires que nous n'avons pas budgétisés, puisque nous croyons à la promesse et à l'engagement de nos amis britanniques. Il y a d'autres questions qui se posent, notamment autour du Brexit, sur les transports douaniers et agricoles, notamment dans votre région, et particulièrement à Calais et à Dunkerque, mais aussi un peu au Havre et aussi dans la Grande-Aquitaine. On aura peut-être l'occasion d'y revenir dans d'autres situations, si ce n'est de vous souligner
que les effectifs douaniers que j'avais promis supplémentaires sont au rendez-vous du budget, puisque ces 300 effectifs douaniers supplémentaires, rien que cette année, intégralement versés pour les Hauts-de-France et la région Aquitaine, pour faire face aux défis logistiques, notamment de Calais et de Dunkerque. Monsieur le ministre, je vais commencer par quelque chose où j'ai toujours du mal à m'esbaudir de la sincérisation du budget. Un mot qui me surprend toujours, parce qu'il me semblait, moi, que c'était le premier devoir d'un budget d'être sincère. Donc ça, c'est peut-être parce que ça fait tout à peine un an que je suis dans cette haute assemblée, mais c'est quand même quelque chose où je m'étonne de retrouver ça, mois après mois, dans la bouche des ministres. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est de voir en tendance, par rapport aux autres, comment nous nous en sortons, notamment en termes de croissance. Et là, depuis 2017, de ce qui a été fait et dans les prévisions, on peut voir que à aucun moment, que ce soit en perspective de croissance, que ce soit en perspective de diminution des déficits, nous faisons mieux que les autres. Nous sommes effectivement le dernier, voire les derniers de la classe en cette matière, que ce soit vis-à-vis de l'Europe ou vis-à-vis même de la Grande-Bretagne, qui s'en sort pas si mal malgré le Brexit. Et on a imaginé un scénario noir les concernant, c'est pas le cas. Et bien sûr, si on parle des États-Unis, ils sont en termes de croissance loin devant. Donc, comment faire pour améliorer la croissance? Eh bien, on aimerait bien le savoir. Et à aucun moment, les efforts structurels sur la façon dont nous prélevons les impôts, les taxes ou les cotisations vis-à-vis des entreprises ou des ménages, nous voyons quelque chose qui permettrait de radicalement passer ce gap et d'essayer de faire au moins mal que tous nos autres partenaires. Concernant la dette du budget de l'État, si on s'intéresse à l'exécuté de 2017 où on avait un déficit budget de l'État, un déficit de 65 milliards d'euros, et là nous allons tutoyer les 100 milliards de déficit sur 2019. On a même du mal à saisir l'amélioration de la tendance lorsqu'on passe de 67 milliards à 98,7 milliards de déficit du budget. Donc cette constance, garder le cap et sur la prospérité, sur l'amélioration de nos fondamentaux, que ce soit en termes de dette, de moins d'impôts, de moins de taxes et plus de prospérité, je crois qu'ici nous sommes tous d'accord, mais comment le faire? Eh bien, on perçoit bien le cap sur les dépenses de l'État qui, certes, ralentit, c'est la croissance qui ralentit, vous dépensez toujours un peu plus. Alors ça, c'est quelques poussièmes vu la masse, mais on ne peut pas dire que ça diminue. Et l'effort est repoussé vers la sécurité sociale ou vers les collectivités. Et on notera encore un transfert de charges vers les collectivités qui vont continuer à assumer les efforts de la maîtrise des dépenses publiques. Si je peux me permettre à M. Meurant, je n'ai pas bien compris sa démonstration sur la croissance. Nous pensons, que c'est une baisse de la fiscalité généralisée qui permettra la reprise de la croissance. Pour les ménages comme pour les entreprises, je parle rien que l'année prochaine, c'est 6 milliards d'euros de baisse de fiscalité, je le répète, pour les ménages, à peu près 18 milliards en net pour les entreprises. Ça fait donc, si vous mettez les bouts à bout, c'est 24 milliards de baisse d'impôts. Ça n'est pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Et nous pensons que par ailleurs, c'est une augmentation, je répondrai ainsi à Madame la sénatrice en même temps peut-être, assez forte du pouvoir d'achat. Et là, pour le coup, l'INSEE que vous avez abondamment cité, me semble-t-il, l'année dernière, je la sens moins dans vos expressions. Peut-être que le juge, quand il siffle le dépénalty, il faut le regarder des deux côtés. L'augmentation du pouvoir d'achat, c'était 0,5 dans les 5 dernières années. Il avait évoqué 1,3 l'année dernière, notamment peut-être par la mesure décalée des baisses de cotisation, et prévoit 1,6 en fin d'année et 1,7 l'année prochaine. C'est notre institut des statistiques qui le dit lui-même. Donc les mêmes qui effectivement évoquaient des pertes de pouvoir d'achat du fait du décalage sans doute des mesures de fiscalité prévoit évidemment, et le Haut Conseil des finances publiques que vous auditionnerez peut-être, M. Migaud est en ce moment à l'Assemblée, prévoit d'ailleurs cette accélération de la consommation et de la croissance, si j'ose dire, et c'est ce que nous constatons dans les recettes fiscales dès aujourd'hui, puisque après les 2 premiers trimestres, on va dire timorés, une accélération est plus forte et se constate de jour en jour, et c'est une bonne chose pour la croissance qui nous permet, comme le Haut Conseil des finances publiques, de dire que la croissance a un 7, qui est quand même, je voudrais dire, monsieur le sénateur, la croissance la plus importante que la France ait connue également depuis 10 ans. C'est un point à évoquer, que nous avons donc une reprise de la croissance, même si elle doit atteindre les moyennes européennes, grâce à ces baisses d'impôts massifs sur les ménages comme sur les entreprises. Vous avez évoqué le sujet du déficit de l'État, c'est un point important.
parce que pour le coup, je ne peux être d'accord avec votre analyse. Qu'est-ce qui se passe dans le déficit de l'État? L'État fait les efforts, monsieur le sénateur. C'est lui qui fait les efforts. Ce n'est pas du tout les collectivités locales. Et vous verrez peut-être dès la semaine prochaine avec le PLFSS, pas non plus le champ social qui attend des grandes réformes, assurance chômage et retraite, ou connaît des ressauts de dépenses, notamment des dépenses d'investissement, parce que le système de santé, notamment en Outre-mer, connaît des difficultés fortes avec un ONDAM qui va progresser. Mais c'est l'État qui fait ces efforts. Il les fait en dépenses, je vous l'ai dit, l'année prochaine c'est moins 0,8 en volume de dépenses publiques, c'est à peu près 1 pour les collectivités, plus 1 pour les collectivités, c'est-à-dire que l'État fait 2,5 fois plus d'efforts dans la baisse de dépenses. Encore une fois, c'est original, donc je comprends que ce soit pas simple à appréhender et à souligner, mais c'est exactement le contraire, et je crois que c'était une volonté normale des élus d'avoir à avoir l'État qui doit faire les efforts qu'eux ont fait pendant très longtemps, notamment par la baisse des dotations. Ce qui me permet de dire qu'il y a effectivement maintien de la dotation de DGF avec un léger ressaut de 70 millions d'euros, indépendamment de la fiscalité propre aux régions. J'y reviendrai peut-être avec les mêmes péréquations que l'année dernière. Et puis ce qu'a voté le sénateur Guéné, effectivement, est tout à fait juste sur les intercommunalités. Mais sur le déficit de l'État, vous avez celui qui tient aussi la baisse de l'impôt, c'est l'État qui le fait. Lorsque nous faisons la compensation exacte du CICE en allègement de charges, c'est 20 milliards d'euros en one-off, puisque notre déficit est en fait à 1,9 et le 0,8 c'est un déficit, si j'ose dire, qui n'est pas pérenne, puisqu'il consiste à faire la mesure de transformation à 40 milliards. Bon. Mais c'est l'État qui fait la compensation à la sécurité sociale. Quand l'État compense à la sécurité sociale ce qu'elle ne faisait jusqu'à présent pas du tout, des équivalents de points de recette de TVA, c'est l'État qui le fait. Il le fait pour notamment baisser un certain nombre de fiscalités sociales présentes dans la loi Pacte, mais pas simplement. Et puis surtout, vous aurez constaté que l'impôt sur le revenu prévoit 6 milliards de moins cette année, enfin l'année prochaine. C'est l'effet positif, me semble-t-il, pour les ménages de l'impôt à la source, puisque les Français vont payer leurs impôts en décembre 2019 à leurs collecteurs d'impôts, si j'ose dire, enfin prélevés par leurs collecteurs d'impôts, essentiellement les entreprises, sans doute à la fin du mois de décembre, comme la paye des Français est souvent le cas en fin de mois, et c'est au mois de janvier 2020 que cet argent sera versé sur les comptes de l'État, puisque vous savez que l'impôt à la source, c'est le système où les gens payent leur impôt aux collecteurs, si j'ose dire, sur le compte des collecteurs à la fin du mois de décembre, et c'est au 5 du mois suivant pour la plupart des entreprises, parfois le 15, tout dépend quand est-ce qu'on paye les gens, notamment dans le domaine saisonnier ou routier, ça peut être différé, mais enfin grosso modo, la plupart du temps c'est le 5, et donc c'est 5 en janvier. Donc vous avez facialement, mes documents budgétaires, il est vrai fourni aujourd'hui, mais c'est la présentation du Conseil des ministres, vous démontrera qu'en fait le déficit de l'État est largement en dessous de celui de l'année dernière, effet one-off CICE séparé, puisqu'il sera autour de 63-64 milliards d'euros. On aura sans doute cette discussion à avoir, et donc je pense que votre démonstration est un peu faussée, peut-être par manque d'explication, et j'espère vous avoir ainsi convaincu. Voilà pour cette audition hier de Gérald Darmanin et de Bruno Le Maire qui ont donc présenté les grandes lignes du budget 2019 devant les sénateurs de la Commission des Finances. Ce n'est là que le début du marathon budgétaire puisque la présentation générale de ce budget va se poursuivre tout l'automne et cela va notamment permettre à chaque ministre de présenter son propre budget. L'ensemble ne s'achèvera qu'au mois de décembre en séance. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.